Multi-21, c'est. Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Multi-21. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Louis, comment vas-tu ? Salut Clément, écoute, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va mettre un peu les roues dans la boue. On va parler de la saison de rallycross qui s'est terminée il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud. Un championnat du monde qui passe en Afrique, ça fait plaisir. Avec la victoire lors des dernières manches de Niklas Gronholm, mais surtout le sacre de Timmy Hansen, sacre qui était annoncé en début de saison, mais qui a été plus difficile que prévu, Louis. Oui, effectivement, on avait bien dit en début de saison que le Team Hansen était grand favori. Finalement, au niveau des constructeurs, ça s'est bien retrouvé, puisque Timmy et Kevin ont récolté pas mal de points pour le Team Hansen. Maintenant, au niveau du championnat pilote, c'était plus disputé que prévu, puisque même si Timmy Hansen est champion du monde 2019 de rallycross, il termine à égalité avec Andreas Backrud, et ça prouve que la saison a été très disputée. Effectivement, et d'ailleurs on a eu un retournement de situation juste après la mi-saison. Lorsqu'on avait fait le bilan, c'était entre la Suède et le Canada, lors du grand gap qu'il y a eu pour permettre aux voitures de traverser l'Atlantique. À ce moment-là, Kevin Hansen, le petit frère, était en tête, devant son grand frère qui est Timmy, et loin devant Andreas Backrud. Et puis, au Canada, Timmy Hansen a galéré, n'a même pas atteint les demi-finales, n'a même pas pu se qualifier. Andreas Backrud a gagné, et là, ça a tout relancé la machine jusqu'à cette dernière course qui s'est jouée à un rien puisqu'il termine à égalité, et Timmy Hansen est seulement sacré champion par le nombre de victoires. Alors, c'est une dernière course par laquelle il s'est passé pas mal de choses, notamment un accrochage entre les deux pilotes. Est-ce que pour toi, cet accrochage aurait mérité une pénalité ? Écoute, c'est difficile parce que finalement, Timmy Hansen s'est pénalisé lui-même avec cet accrochage, puisqu'il finit dans le décor, il laisse Backrud filer loin devant, récupérer les points qui lui manquaient. Maintenant, c'est vrai que il y avait peut-être de la part de Timmy Hansen un peu trop de fougue dans cette tentative de dépassement. Clairement, il n'y avait pas la place de passer, et c'est pas vraiment une manœuvre qu'on attend de quelqu'un qui se bat pour le championnat du monde. Et puis la polémique existe surtout parce que Timo Schneider a abandonné et du coup a offert des points supplémentaires à Timmy Hansen. Sans ça, Andreas Backrud aurait été champion du monde. Donc c'est pour ça que la polémique est née. Mais après, sur l'ensemble de la saison, Timmy Hansen est celui qui a gagné le plus de courses. C'est le seul à 4 victoires quand les autres en sont à une chacun finalement. C'est assez sympa de se dire qu'on a eu autant de vainqueurs. Non, Niklas Gronholm est à 2 victoires. Niklas, et d'ailleurs, on va en reparler. Oui, effectivement. On va reparler de Niklas Gronholm. Mais parlons un peu d'Andreas Backrud. On le voyait perdu à mi-saison à tel point que même toi, tu as changé ton prono. Toi, le fan d'Andreas Backrud. Et finalement, sur cette deuxième partie de saison, Andreas Backrud nous a quand même fait plaisir. Oui, écoute, je sais pas si je dois être fier de mon pronostic initial ou si je dois me sentir un petit peu idiot d'avoir changé en cours de route. Sois fier. Mais en tout cas, oui, effectivement, on avait vu Andreas Backrud comme un des prétendants au titre. Et finalement, sur cette première partie de saison, il était un petit peu décroché. Je pensais pas qu'il réussirait à se reprendre aussi bien. On rappelle quand même que à 2 courses de la fin, il était en tête du championnat du monde. Je pensais pas qu'il réussirait à revenir aussi fort. Maintenant, c'est vrai qu'il y a manqué un petit chouïa. On va pouvoir, du côté d'Andreas Backrud, regretter pas mal de petites erreurs qu'il y a eu ici et là, notamment 2 mauvaises manches en Norvège et en Suède où il finit à 10e et 11e, notamment cette grosse erreur à Abu Dhabi qui fait qu'il est disqualifié des qualifications. Donc c'est vrai qu'il y a un petit goût amer de cette deuxième place d'Andreas Backrud qui, je pense, aurait dû peut-être même être champion du monde cette année. C'était vraiment son année et il est passé à côté, c'est un petit peu dommage. Effectivement, alors le duel s'est beaucoup concentré sur Timmy Hansen et Andreas Backrud, vu que Kevin, très clairement, dès le début des qualifications de la dernière manche du championnat, nous a fait comprendre qu'il allait jouer pour son grand frère, ce qui est tout légitime, c'est la stratégie du Team Hansen. Mais ce débat n'aurait peut-être pas existé si Niklas Gronholm, après la manche de Barcelone, a dû déclarer forfait pour la Belgique et la Grande-Bretagne à cause d'une crise de l'appendicite. Il a dû être opéré et il a pu revenir dès la Norvège. Mais Niklas Gronholm, qui est celui qui a marqué le plus de points par course et qui était finalement peut-être le pilote le plus impressionnant cette saison. Oui, tout à fait. Sur les 8 courses auxquelles il a participé, sur 10 manches au total sur ce championnat, il a marqué 186 points. Donc si on fait le ratio en points par course, on arrive à 235 points, je crois, je l'ai noté, j'ai mes fiches. 232 points.
contre 211 pour Tim Janssen et Andreas Backrout. Donc Niklas Gronholm aurait été certainement champion du monde. Alors on va pas refaire la saison, on va pas refaire le monde. Il n'a pas participé à ces courses, c'est très difficile de savoir ce qu'il aurait fait sur ces 2 manches qu'il a manqué. Mais en tout cas, sur les 8 manches auxquelles il a participé, c'est lui qui a marqué le plus de points par course. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est parlante, je trouve, c'est que Tim Janssen, lui, a raté la finale à 2 reprises. Andreas Backrout a raté la finale à 3 reprises. Niklas Gronholm, lui, il a raté la finale qu'une seule fois et c'est parce qu'il était 7ème, il a terminé premier des non qualifiés à la finale. Donc ça prouve que c'est un pilote qui était très très rapide et puis très très constant. Et en plus de cette constance, il a réussi à accrocher 2 victoires dans la saison. Donc un bilan très très positif pour Niklas Gronholm qui pourtant à l'époque chez Holzberg était un peu dans l'ombre de Ericsson, mais qui s'est vraiment affirmé là chez Hyundai et qui je pense sera un des pilotes à suivre sur les saisons prochaines. Et surtout que cette écurie GRX Taneco nous a vraiment fait plaisir parce que, outre Niklas Gronholm, on a assisté à la première victoire en championnat du monde de Timur Timirzianov. Rainy Sinitis, qui a fait 3 manches, nous a offert un podium sur une des 3 manches et s'est plutôt bien débrouillé. Alors, il a eu pas mal de malchance à Abu Dhabi, mais au final, il s'est plutôt bien débrouillé sur ces 2 manches restantes. Et puis Johnny Willman, qui a remplacé Niklas Gronholm lors de ces deux courses manquées, bien nous a offert un podium aussi. Donc finalement, un team GRX Taneco qui nous offre beaucoup de belles promesses pour l'avenir et avec un Timur Timirzianov et un Niklas Gronholm qui forment un duo assez solide. Oui, tout à fait. Et puis je pense que du côté du team GRX Taneco, il y a un vrai développement qui est apporté sur la voiture. On travaille beaucoup avec l'écurie officielle Hyundai en championnat du monde de rallye. Et je pense que ça c'est un vrai plus pour développer une voiture qui sera vraiment à la pointe, contrairement au team Hansen ou au team RX Cartel qui eux ont racheté d'anciennes voitures d'usine mais n'ont pas vraiment de développement derrière. Alors évidemment il y a des ingénieurs, il y a des mécanos, il y a des techniciens qui travaillent sur la voiture, faut pas se leurrer, mais il y a pas vraiment de partenariat avec des gens qui savent vraiment développer une voiture et ça fera peut-être la différence dans les années à venir. Alors effectivement, ouais. Et puis tu fais bien de parler de cet aspect-là parce que pour l'instant, les écuries Hansen et Monster RS Cartel vivent sur les acquis de Audi et Peugeot des années précédentes, mais dans les années à venir, ça va peut-être un peu changer. Et il y a une autre écurie d'ailleurs qui est arrivée avec pas mal de force cette année et qui termine la saison en demi-teinte vraiment, c'est le GCK qui avait amené 4 voitures. Alors, est-ce que c'était trop pour toi ? Est-ce qu'il fallait rester à 2 ? Est-ce qu'il fallait passer sur 4 fois la même voiture ? On est même arrivé à 5 voitures lorsqu'on a repris Rokas Baciukas. Est-ce que le team GCK ne s'est pas un peu éparpillé avec ces 5 voitures à un moment dans la saison ? C'est difficile à dire. Peut-être que c'était trop pour les moyens de l'équipe, qui sont probablement pas ceux du team Hansen par exemple. Moi j'ai toujours dit que je ne comprenais pas cette politique d'avoir 4 voitures et 2 modèles de voitures différentes, puisque le retour technique des pilotes ne peut pas être transmis entre les 2 voitures, même si j'imagine qu'il y a des pièces communes. C'est compliqué. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, en tout cas dans ce team, et pour peut-être viser un petit peu plus haut. Alors après, Guerlain Chichery, il paye pour les 4 voitures, donc je comprends qu'il en veuille une. C'est tout à fait normal. Mark Lund, en tout cas, a fait une bonne saison. Il finit 7ème du championnat du monde. Donc pour moi c'est tout à fait, il y avait du bon dans cette équipe. Maintenant il y a eu du moins bon, je pense à Guillaume de Rieder et à Cyril Raymond qui n'ont peut-être pas pu exploiter le plein potentiel de leur Clio, qui manquait peut-être un peu de développement, et ça c'est comme on disait, peut-être un manque de cohérence dans les choix de l'équipe et une sorte d'éparpillement, justement tu le disais, dans les moyens alloués aux 4 voitures. Effectivement, et puis d'ailleurs, tu le voyais, parce que Cyril Raymond sur certaines courses avait le coup de volant, mais la Clio semblait en dessous des performances des Mégane et des autres voitures au championnat du monde. On a l'impression que c'était quasiment une Euro RX, voire une voiture du championnat de France, qu'elle était il y a quelques années encore. Donc, faut pas se leurrer, c'est aussi ça qui fait que la voiture va un peu moins vite. C'est son historique. Et voilà, c'était une voiture prévue pour le championnat de France, puis le championnat d'Europe, pas le championnat du monde. On peut développer deux voitures différentes et s'en sortir très bien, mais dans ces cas il faut s'appeler l'écurie Holzberg, qui est quand même l'écurie fondatrice du rallycross quasiment, qui a réussi sur une course en Suède à nous ramener 3 voitures. Ces 2 Fiesta de l'an dernier ressortis pour l'occasion, avec un duo Sébastien Eriksen, le grand vainqueur de cette étape, et Kevin Eriksen, et puis une Honda Civic qui était assez marrante à voir quand même.
Bah oui, une Honda Civic qui était confiée à Ulrich Lindmann, hein, que les amateurs de rallycross connaissent bien, puisqu'il a roulé beaucoup en Super 1600 notamment. Mais effectivement, le team Holzberg était venu avec 3 voitures, 2 Fiesta et une Honda. Une Honda qui d'ailleurs venait du championnat américain, hein, qui avait couru en Tout à championnat fait, ouais. américain. Mais le team Holzberg a montré être toujours un grand team du rallycross, même s'il ne participe pas au championnat du monde, puisque Ericsson est venu et a gagné la seule manche à laquelle il a participé. Il avait failli le faire, je crois que c'était en 2014 ou peut-être en 2015, tu me confirmeras ça, mais il avait raté la victoire d'un cheveu sur la seule manche à laquelle il avait participé. Et là, il s'est rattrapé, il a participé à une manche qu'il a remportée. Bravo à lui, hein. Et puis c'est aussi ça la magie du rallycross, on peut venir sur une seule manche et briller. Ouais, il me semble que c'était en 2014 où en finale, finalement, il termine loin derrière, mais au dernier moment, enfin, il était en lutte pour la victoire. Mais après, Sébastien Ericsson, c'est quand même un grand pilote, hein. C'est un pilote qui a très bien performé en championnat nord-américain de rallycross, quand ça s'appelait le Global Rallycross Championship, à l'époque avec Holzberg. Et puis, on espère revoir cette écurie Holzberg dans les prochaines années sur les paddocks, parce que c'est quand même une écurie avec un certain savoir-faire, avec des belles voitures. Ils avaient développé leur voiture pour la saison 2018. Elle marche encore en 2019, espérons qu'il les ressorte en 2020 et ça ferait du bien. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur une écurie qui est arrivée cette année. Qu'est-ce que tu as pensé de la première saison en rallycross de l'équipe ES Motorsport et de sa Skoda ? Écoute, j'étais assez partagé au début de saison en tout cas, puisque Rokas Baciuska ne m'avait pas vraiment convaincu au volant de cette Skoda. Moi non pour plus. rappel, sur les 2 premières manches, hein, il a terminé 12e et 13e, donc c'est assez moyen. Et puis par la suite, on a eu un beau rayon de lumière qui est venu éclairer cette écurie, en la personne de... J'ai un trou. Kevin Abring, non, c'est Kevin Abring. Oui, bien dont sûr. tu veux parler. En la personne de Kevin Abring, pardon, j'avais le classement sous les yeux en plus. Puisque, alors Kevin Abring, c'est pas n'importe qui, hein, c'était un ancien pilote officiel Hyundai en rallye. C'est quand même un très très bon pilote, on le savait, mais moi je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse s'adapter aussi vite au rallycross. Pour information, il a quand même participé à 2 courses seulement, 2 courses qu'il a terminées en finale à chaque fois. Donc c'est quand même un excellent bilan pour Kevin Abring, qui n'avait jamais roulé en rallycross avant et qui a fait preuve d'une capacité d'adaptation incroyable. Et puis surtout, ça montre que c'était peut-être pas la voiture qui était mauvaise, puisque il a réussi à l'amener en finale. Donc ceci dit, Rokas Baciuska s'est beaucoup mieux adapté à la Mégane du GCK qu'il a réussi à amener en finale lui aussi. Donc finalement, c'était peut-être la combinaison Baciuska-Skoda qui était mauvaise ici, puisque les deux ont réussi à faire de bonnes choses une fois séparés. Oui, c'est vrai. Alors, pour Rokas Baciuska, tu as raison de le préciser. On va attendre sa 2e saison en championnat du monde s'il y en a une, parce que la première nous a beaucoup inquiété lorsqu'il était chez Skoda et nous a un peu rassuré lorsqu'il est passé chez Renault. Après, tu l'as dit, hein, pour Kevin Abring, moi j'espère vraiment le revoir l'an prochain à plein temps. Il n'a pas fini la fin de saison pour une raison très simple, c'est pour des différences de calendrier, parce que lui est inscrit dans pas mal de championnats de rallye, notamment en Océanie et en Europe. Où il continue de piloter un petit peu. Et puis les deux courses qu'il fait, c'est quand même la Norvège et la Suède. La Suède, c'est une des 2 manches phares du championnat du monde de rallycross avec la manche française de l'OEAC. C'est là où il y a le plus de pilotes. Et tu arrives à faire une 4e place, tu arrives à te hisser en finale, là où il y a quasiment tous les pilotes, là où Holzberg avait ramené ses voitures, hein. Et c'était une superbe idée. Et ils avaient annoncé 2 voitures en début de saison, ils sont restés avec une seule cette année. J'espère qu'ils viendront avec 2 voitures, dont une pour Kevin Abring. La deuxième, je ne sais pas à qui pourrait la donner, mais certainement pas ni à François Duval, ni à Matej Furavskin, qui l'ont remplacé sur certaines manches, et qui était d'une lenteur abyssal. Furavskin, je l'ai vu à l'OEAC, c'était vraiment très très inquiétant et c'est pas du tout au niveau championnat du monde. Mais Kevin Abring, t'as raison, c'est le rayon de soleil de cette année, on peut le dire. C'est vraiment moi j'ai quasiment envie de le mettre Rookie of the Year, alors que c'est pas le seul rookie. C'est pas le seul rookie, parce que effectivement il y a d'autres rookies, hein. Je pense à Yoni Wiman, quoi qu'il avait peut-être déjà couru, mais en tout cas si on garde la règle de la Formule 1 qui est pas plus de 2 courses pour être considéré comme rookie, il en fait partie. Il y avait aussi Christian Zabo, hein, qui était pareil, un habitué du rallycross, qui roulait en Super 1600, qui finit 10e du championnat pour sa première saison en Supercar, donc c'est je pense un bon résultat aussi pour Christian Zabo. Donc il y avait quand même pas mal de très bons pilotes. Cyril Raymond aussi, qui a peiné avec sa Clio, mais qui a montré de belles choses quand même. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rookies et beaucoup de très bons pilotes.
Mais effectivement, j'aurais moi aussi envie de mettre Kevin Ebring parce qu'il nous a vraiment ébloui et on a un petit goût de. On a envie de le revoir, quoi. On a envie de revoir Kevin Ebring au volant d'une bonne voiture et venir se battre avec les Hansen, Backroud et Gronholm. Ouais, effectivement. Alors justement, est-ce que tu aurais des petits tops à nous donner sur le championnat du monde de rallycross? Est-ce que tu aurais des petites choses qui t'ont plu, des courses, des pilotes, des écuries, des circuits? Vas-y, fais-toi plaisir, donne-moi tes petits tops là tout de suite. Alors, top pilote, je vais pas revenir sur les 4 pilotes en tête du championnat du monde, puisqu'on en a longuement parlé. Ils ont tous les 4 fait, je pense, une très bonne saison. Ouais. J'ai envie de mettre un bon point à mon autre chouchou, Timur Timirdzianov, pour avoir enfin décroché sa première victoire en championnat du monde. J'ai envie de donner un bon point à Kevin Ebring, on en a parlé aussi. Et puis j'ai envie de donner un bon point à pas mal de pilotes qui sont venus faire un one shot. Je pense à Topi Heikkinen, qui a pas mal performé pour la seule course qu'il a fait depuis longtemps. J'ai aussi envie de mettre un bon point à un certain Christopher Roy qui est champion olympique de cyclisme et qui pour sa première course en championnat du monde a réussi à arracher 2 points, donc c'était quand même très bon. Et puis j'ai envie de faire un petit coucou plutôt aux frères Payet qui voilà, perpétuent un peu ce nom mythique du rallycross en championnat du monde, qui sont tous les deux venus, Jonathan et Fabien, et qui ont tous les deux ramené des points. Donc en championnat du monde, c'est quand même pas rien pour un team familial avec très peu de moyens. Je pense que c'est quand même quelque chose sur lequel on peut mettre un top. Côté circuit, j'aimerais mettre aussi un top au Grand Prix au circuit de Spa. On a beaucoup parlé de tous les circuits de Formule 1 qui remplaçaient des circuits historiques. Là, le circuit de Spa remplace un circuit historique qui était le circuit de Métais, mais je pense pour le meilleur, parce que ce circuit de Spa était vraiment extraordinaire, notamment avec cette parabolique où tous les pilotes s'en sont donnés à cœur joie, et je pense qu'il a remplacé avantageusement ce circuit de Métais qui n'était pas si fou que ça finalement. Donc écoute, pour moi c'était surtout une saison avec beaucoup de top, que ce soit côté pilote ou côté circuit. Effectivement. Alors, je vais te suivre sur la Belgique. On en a déjà parlé à la mi-saison, mais c'est vrai que tu fais bien d'insister dessus. C'est un circuit très beau et surtout qu'il était au milieu des autres circuits F1, Barcelone, Yas Marina et puis Silverstone, qui étaient plutôt moyens, voire médiocres. Et tu fais bien d'insister sur le circuit qui est une bonne idée à conserver pour les années suivantes. Moi, j'aimerais faire un top sur 2 pilotes qui continuent de porter des petites écuries. C'est Janis Baumanis chez Stard et Timo Schneider chez Munich Motorsport, qui ont encore une fois réalisé des saisons plus qu'honorables avec des voitures qui ont des performances moins bonnes que leurs concurrents. Baumanis a en plus dû développer le nouveau modèle de chez Stard. Et c'est encore une fois des mecs qui sont très très réguliers, qui sont souvent en finale, notamment pour Baumanis, qui n'en a pas loupé beaucoup, qui a été souvent là, qui a fait 2 podiums très mérités. Et puis ça me fait plaisir de voir ces mecs-là continuer à insister sur ces écuries-là et permettre de diversifier la grille. Et puis un autre top, c'est le team EKS qui est resté avec Christian Sasbo qui demande confirmation. C'était un peu plus clapotant que les années précédentes pour le team EKS, mais j'aime bien Christian Sasbo et je pense que ça peut donner des bonnes choses pour la suite. Et puis enfin, dernier top, c'est un peu anecdotique, mais j'aime bien le fait qu'on termine en Afrique du Sud la saison. Ça me fait plaisir de voir un championnat du monde de la FIA qui est en Afrique. L'année prochaine, on aura théoriquement le rallye qui passera au Kenya, mais c'est sympa. On n'a pas la F1, on n'a pas l'endurance, on n'a pas le touring car. Et c'est cool d'avoir le rallycross. D'ailleurs, je dis une bêtise, on a le touring car à Marrakech, mais pour une fin de saison, être en Afrique et pas dans le Golfe ou aux États-Unis comme c'est souvent le cas, ça fait énormément plaisir et je trouve ça très très sympa. Ça change du microcosme habituel du rallycross qui est quand même les pays nordiques et les pays de l'Est. Oui, et puis tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que l'Afrique est quand même un continent qui est très très souvent oublié par le sport automobile. Et je pense que c'est très intéressant d'aller là-bas, que ce soit en Afrique du Sud, à Marrakech pour le super tourisme, parce que c'est un continent qui a un gros potentiel et je pense qu'il y a aussi pas mal de fans de sport auto dans ces coins-là. Et puis justement, que ce soit en rallye ou en rallycross, c'est des disciplines qui peuvent facilement s'instaurer en Afrique puisqu'on est sur des réglementations qui sont simples et qui ne bougent pas depuis des années, qui ne vont pas bouger pendant des années. Donc plutôt que de s'engager dans des circuits GT où il faut du bitume et des choses comme ça, le rallycross pour moi ça peut être une super porte d'entrée pour les jeunes pilotes africains et qu'ils arrivent en sport auto par cette voie-là, ça serait superbe et c'est cool d'avoir une course en Afrique. Voilà. Il fallait le dire, c'est dit.
Alors, je sais pas si tu as des choses à rajouter sur cette saison 2019 de Rallycross qui a été, tu l'as dit, plutôt excitante et il y a pas mal de top. On avait très peur en début de saison et puis finalement ça a été super cool. Eh ben, écoute, oui, c'est sûr qu'en comparaison de la saison dernière qui a été écrasée par le team Volkswagen et Ah bah Christopherson, ça, là on a eu une vraie saison disputée avec plein de vainqueurs différents, plein de voitures capables d'aller chercher des podiums et des victoires. Sur des circuits, bon, pas tous super intéressants, mais dans l'ensemble très sympa. C'était un beau calendrier, c'était des beaux pilotes, c'était une belle saison. Écoute, vivement l'année prochaine. effectivement, tu fais bien de le dire. D'ailleurs, si on remet en chiffres, l'année dernière, 12 courses, un vainqueur à 11 courses et un vainqueur à une course. Cette année, 10 courses, 6 vainqueurs, 4 constructeurs différents. Que dire de plus? Sur les 3 premières courses, on avait 3 vainqueurs différents. Ça changeait déjà globalement de l'année dernière, donc c'est super. Et le nombre de pilotes qui ont fait un podium, c'est vraiment. Ça nous a montré des courses variées et pas les courses, tu fais bien de le dire, écrasées par Johan Christopherson qui devenait à la longue lassante pour le rallycross. Eh bien écoute Louis, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Je te remercie d'avoir parlé de cette saison 2019 de Rallycross. On se retrouvera en 2020 pour la preview de la saison 2020 de Rallycross. Oui, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous dire ce que vous avez pensé de ce championnat, ça nous intéresse. On sera ravis de discuter avec vous dans les commentaires. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut Louis. Salut à tous.